la dernière fois que j'ai discuté avec ChatGPT, je lui ai dit, si c'est pour me pondre une accroche comme ça sert à rien que je te consulte. On a une relation toxique. Les entreprises voient la différence, en tout cas ceux qui s'intéressent vraiment à la communication, à l'écrit et à l'impact que ça a et qui sont pas juste là pour feed the beast et se dire bon bah je m'en fous, j'ai une présence sur LinkedIn, c'est pas grave si ça fonctionne pas, mais au moins je suis là 4 fois par semaine. Oui. Voilà, exactement. Nous, on a un retour en fait de ces prospects-là qui nous disent, on a essayé, ChatGPT m'a fait ma stratégie de communication, mais je sais pas ce qui va pas. Le technicien reste un chat, un Claude, ce que tu veux, mais avec une vérification humaine derrière qui est garant en fait de la stratégie. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Cadeau. Pardon, à chaque fois, j'aime bien. Ça me fait rire à chaque fois la complémentarité. Bonjour. Bonjour Juliette, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis Juliette Cadeau. J'ai créé mon agence de communication éponyme, puisque quand on a un nom pareil, c'est pratique pour le marketer. Pas besoin de trouver un logo, on prend l'emoji, voilà. Très pratique. Et Cadeau, c'est une agence de communication et de marketing. On a d'abord commencé comme agence de communication, en train de basculer aujourd'hui vers un modèle beaucoup plus marketing et 360. On en parlera sûrement, mais moi, je ne crois pas à la niche. Donc, on est en train d'étendre un peu les différents BU qu'on peut avoir dans la communication et le market. Et c'est une agence de communication qui aide en fait les entreprises, quelles qu'elles soient, à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, grâce à la puissance du marketing digital. Et donc, on est des spécialistes du marketing et de la communication digitale. D'accord. Avant que tu nous en dises un peu plus sur l'agence Cadeau, en faisant la préparation de l'émission, j'ai vu que ça fait quasiment 10 ans que tu es dans tout ce qui est content, création, podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Ça me rajeunit pas, mais c'est même 12 ans maintenant. Parce que moi j'ai fait très peu d'études. J'ai fait des études très courtes. J'ai qu'un niveau licence. Et donc j'ai commencé ma carrière en 2014 et donc dans un web magazine. Web magazine qui s'appelle mademoiselle.com, feu mademoiselle.com aujourd'hui puisqu'il n'existe plus ou il est en train de mourir de sa belle mort. Mais à l'époque, en fait, c'était un web magazine qui était extrêmement coté, extrêmement couru. Moi, j'étais une grande fan et en fait, c'est une de mes amies qui m'a envoyé une offre d'emploi pour en fait une rédactrice mode parce que moi, je sortais d'un diplôme de stylisme. Okay. Et donc, en fait, ce magazine cherchait soit un rédacteur mode qui aimait écrire, un styliste qui aimait écrire, soit un journaliste qui aimait la mode. Et en fait, j'étais dans la première configuration parce que j'ai toujours écrit. J'y suis allée un peu au culot parce que moi, j'ai pas fait l'ESJ, rien du tout. Et en fait, ça s'est bien passé avec le patron de l'époque. Et donc, en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et j'ai commencé à bosser comme ça. Je suis rentrée en fait dans le monde digital comme ça, puisque c'était uniquement un web magazine. À l'époque, c'était le 4e web magazine préféré des Françaises, toutes catégories confondues. Oui. Ouais. Et le premier indépendant. Donc on était devant on était juste derrière les Doctissimo, les L, etc., mais qui étaient en fait déjà dans des groupes, les Lagardère et compagnie. Et on était le 4e magazine préféré des web magazines, parce qu'il n'y avait pas de version papier. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai découvert les rudiments du contenu web. Puisque notre rôle, et le mien, c'était d'écrire des articles web sur la mode. Et puis, comme c'était un petit magazine à l'époque, même s'il avait une grande aura, on avait ce côté un peu transverse où j'ai aussi appris le référencement SEO, comment promouvoir nos articles et attention de coup de vieux sur Facebook et sur Twitter, puisqu'à l'époque, c'était Facebook et Twitter principalement. Et en fait, effectivement, moi, j'ai commencé à baigner dans le digital et donc le contenu digital en 2014. Donc, cette année, ça va faire 12 ans, ouais. Ah oui. Oh, incroyable. Du coup, c'est quoi ton cheminement pour arriver à l'agence Cadeau ? Et qu'est-ce qui a été justement, je dirais, ton déclic ? Pas mal, parce qu'on parlait juste avant que j'avais un podcast qui s'appelait Le Déclic avant avec mon amie Sophie Rich. En gros, en fait, donc moi, je suis en 2014, donc j'ai mon diplôme de stylisme. J'arrive dans ce magazine. D'ailleurs, je décroche ce CDI avant même d'avoir mon diplôme, c'est-à-dire que mon patron, on a le rendez-vous en avril, l'entretien en avril 2014, et il me dit, je lui dis, moi, tu sais, je suis encore en études. Il me dit, ok, tu finis quand les études ? Je fais, j'ai mon oral de diplôme le 9 juin. Il me fait, ok, tu commences le 10. Donc, j'ai directement enchaîné comme ça. Donc, je reste 3 ans dans ce magazine. Ouais, c'est cool. Surtout quand on connaît un peu les débouchés du monde de la mode. Plutôt chanceuse. Donc, j'arrive dans ce magazine, j'y reste pendant 3 ans. J'apprends tout ce que j'apprends. Le SEO, le contenu web, faire des vidéos, participer à des vidéos, être à l'espace caméra, les podcasts, tout ce que tu veux, etc.
Ensuite, je pars dans un autre groupe, un autre grand groupe média, dont je tairai le nom parce que ça s'est un petit peu mal fini parfois. Enfin, pas parfois, ça s'est un petit peu mal fini, même si c'était un petit moment maintenant. Je préfère ne pas, qu'on évite de m'attaquer pour diffamation. Et en fait, je rentre dans un autre groupe média, mais pas cette fois du côté rédactionnel, mais du côté agence, parce qu'il n'y avait pas de place en rédaction. Je cherchais, je voulais à la base, moi, rester dans le secteur journalistique, etc. Aucune place. En plus, comme je vous disais, moi, j'ai fait des études très, très courtes. Comme j'avais un an de retard, entre guillemets, parce que j'avais fait un essai en études de droit, il faut se rendre compte que je suis quand même très jeune. J'ai 24 ans. Je suis déjà à ma recherche de ma deuxième expérience professionnelle. Et en fait, j'ai pas envie de devenir pigiste. Moi, j'avais toujours eu ce côté-là où, en fait, j'aime bien écrire, mais par contre, on gagne pas beaucoup dans ce métier et ça commence à me gonfler un peu, quoi. Donc, moi, j'ai toujours eu quand même ce côté. On a beaucoup de problèmes dans la vie. Si l'argent ne peut ne pas en être un, c'est tant mieux. Donc, si on peut se débarrasser de celui-ci, allons-y, quoi. Et donc j'étais quand même un peu frustrée, mais je cherche quand même dans une rédaction. 0 place, à paraître pigiste. Et puis, la pige, c'est terrible pour arriver à avoir ne serait-ce qu'un SMIC. Il faut vraiment se battre, pour le coup. Je n'étais pas prête à ça. Mais par contre, dans ce groupe média, on me dit, en fait, on n'a pas de poste à la rédaction, mais il y a un poste de community/content manager qui se libère pour l'agence qui est attenante à la régie de ce magazine. Et est-ce que tu veux passer l'entretien ? Donc, moi, j'ai passé l'entretien. Pareil, je suis prise et ça se passe super bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert sur le tas la communication. Mais vraiment sur le tas, parce que j'avais un peu baratiné. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment où, en fait, j'avais le côté rédactionnel qui est recherché, puisqu'en fait, on était un peu au balbutiement du brain content. Et c'était un gros client, c'était Carrefour, qui avait besoin d'articles réguliers sur son blog, etc. Donc ça, je l'avais. Mais comme j'avais un poste un peu transverse, c'est pareil, petite agence, on me demandait de remonter sur du community management, du social media et des strates. Et en fait, les strates, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je ne savais même pas me servir de PowerPoint. Et on me demandait, Juliette, tu peux nous faire une strate là-dessus ? Bien sûr. Je googlais derrière. Donc, et en plus, comme j'ai toujours... On parle souvent du fait que les feignants sont les gens qui arrivent le mieux à leurs actes. En fait, moi, j'avais même la flemme de regarder des vidéos, des tutos, de lire, etc. Donc, je googlais un petit peu, je faisais un peu à ma sauce. Et ça passait parce que j'ai toujours quand même eu un peu de bagou et de force de conviction et de confiance en moi qui permet en fait de faire glisser et de faire croire que si je sais pas, c'est que c'est juste une erreur. Alors qu'en fait, je n'en savais rien. En 2026, la profession comptable arrive à un tournant avec l'arrivée de la facturation électronique, les différentes ventes de cabinets à des fonds, la consolidation des éditeurs. La profession va considérablement changer. Pour nous, le sujet principal, et c'est aussi le cas de l'avis de beaucoup d'entrepreneurs, sera le financement. Le financement de vos clients. Et pour atteindre un bon niveau de satisfaction et de création de valeur, pour trouver les bons financements au bon moment pour vos clients, nous mettons à votre disposition Moriarty. Moriarty, c'est une plateforme qui va vous aider à identifier l'ensemble des dispositifs publics disponibles, mais aussi à préparer le dossier permettant d'obtenir ces dispositifs. Moriarty, pour vous. Et puis en plus, j'avais des collègues qui étaient super, qui voyaient que c'était peut-être un petit peu une fraude sur ce sujet-là, mais en fait, quand même aimait bien, on se disait, on se soutenait, quoi. Et en fait, donc j'ai découvert comme ça, et c'est là où je me suis dit, en fait, il y a un truc, parce que j'essaierai pas vous le dire quand, mais j'ai toujours un côté un peu stratège. En fait, j'aime bien l'analyse, la réflexion, le côté psychologique, en fait, de la communication. J'avais toujours eu ça en moi, et ça a été très facile. C'est-à-dire que au début, je galérais un petit peu sur ces stratégies. Et au fur et à mesure, en fait, c'est rentré très rapidement. Parce que pour le coup, si je suis, c'est aussi pour ça peut-être que j'ai un peu ce côté finance, parce que je suis une fast learner. Donc, quand quelque chose qui m'intéresse, parce que mes profs de maths vous diront que j'étais pas une fast learner, mais en fait, dès que j'ai quelque chose qui me plaît, ça peut aller très vite dans la compréhension et l'assimilation de l'information et la restitution ensuite. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je suis rentrée dans cette agence-là. Et ça s'est un peu mal terminé parce qu'il y a eu un contexte de rachat.
Donc on est passé d'un actionnaire à un autre. Avec l'arrivée du nouvel actionnaire, il y a un arrivée de nouvelles têtes pensantes, comme c'est souvent le cas dans les contextes de rachat. Et du coup, en fait, dans ces cas-là, c'est un peu comme dans Malcolm, toi tu vis, toi tu crèves. Hein, finalement. C'est Dewey, ça. C'est exactement, c'est vraiment Dewey, toi tu vis, toi tu vires. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont été virés. Ça a été très mal fait, très honnêtement. Aujourd'hui, c'est pas mal parce que moi, ça m'inspire beaucoup en tant que manager, des choses que je ne veux pas faire. Et moi, ça a été vraiment une catastrophe du début à la fin, de la manière dont j'ai été mise au placard, on m'a ignorée pendant tout le processus où on a voulu me faire partir avec une rupture conventionnelle. Mes patrons ne m'ont pas parlé. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas adressé un mot, même pas un bonjour. Donc on était vraiment... En fait, aujourd'hui, il faut le savoir... Du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est ce que c'est. En fait, l'ignorance d'un salarié, aujourd'hui, par jurisprudence, c'est reconnu comme du harcèlement. Et donc, c'est ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je n'hésite pas trop, je cite pas l'entreprise là-dessus, voilà, parce que finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, je me suis fait un peu virer du jour au lendemain, parce que moi, je m'y attendais pas du tout, parce qu'il y avait ce côté très... ce que les gens diront, les classiques des agences, très sourire devant et couteau dans le dos derrière. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on s'imagine des agences de pub, etc. Finalement, c'est un peu l'imaginaire collectif qu'on en a. 99 francs. Donc. Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu. Mais en fait, moi, il faut savoir que j'avais toujours eu en tête de lancer ma propre activité. Mais je n'avais pas, honnêtement, le courage. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas grandi dans un milieu entrepreneurial. Je fais partie d'une famille qui est d'une famille de médecins et de soignants. Donc, c'est pas c'est des indépendants, c'est des libéraux, mais c'est vraiment pas du tout le même état d'esprit que le côté entrepreneur, parce qu'en plus, il y a le côté soin. Oui, donc, tu vois, il y a moins ce côté commercial, etc., chasse un peu, tu vois. On parle pas de clientèle, on parle de patientèle. Exactement. Exactement. Donc moi, je n'avais jamais vu ça. Donc en fait, pour moi déjà, entreprendre, c'était inventer un truc. Donc je me rappelle, dans mon petit appartement, j'étais en train de me creuser les méninges à chercher ce que j'allais pouvoir inventer. Est-ce que c'était une marque de fringues? Est-ce que c'était un magazine aussi? En plus, quand on cherche à entreprendre comme ça, on cherche des trucs un peu sexy. Oui. Généralement, on se dit pas, tiens, les entreprises de nettoyage, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourtant, c'est les entreprises qui fonctionnent le mieux. Et en fait, on cherche toujours un peu l'idée brillante comme ça. Et moi, qui venais jamais. Et donc en plus, en n'ayant pas grandi dans cet environnement-là, en n'ayant aucun entrepreneur autour de moi. On était en plus en 2019, et la seule personne que j'ai pris en référentiel là-dessus, c'est toujours celle qui est ma meilleure amie aujourd'hui, c'est Sophie, qui elle était déjà en freelance, mais on était deux. Aujourd'hui, vous prenez on prend notre répertoire, il y a plein de gens qui se sont mis en freelance ou qui l'ont été et qui le sont plus ou qui le sont encore. En 2019, on était encore très peu. Et donc, pas de référentiel, mais comme je me fais virer, il faut bien que je paye mon loyer. Et donc, c'est là où je me suis lancée, parce que des clients de l'agence qui avaient plus besoin, je les ai même pas débauchés, ils avaient plus besoin d'un accompagnement global d'une agence, mais juste d'une partie rédactionnelle. Et ils me disent, Juliette, est-ce que tu fais du free? Parce que nous, on va quitter l'agence aussi. Je fais, maintenant, ouais. J'aurais dit, oui, bien sûr, évidemment, comme avec les strates, bien sûr, tout à fait. Et donc, je me suis inscrite sur l'URSSAF, j'ai fait, parce qu'à l'époque, c'était l'URSSAF, c'était même plus, je crois que maintenant, c'est sur le site de l'INPI, c'est ce que m'ont dit mes freelances. Moi, à l'époque, c'était sur le site de l'URSSAF directement. Et je me suis inscrite comme ça, et en fait, ça a commencé comme ça. En 2019, j'ai un peu flippé, honnêtement, parce que j'ai pris un CDD pendant 6 mois dans une grande entreprise de salle de sport parisienne qui s'appelle Néonès. Okay. Donc, j'ai travaillé chez eux pendant 6 mois. Et en fait, c'était à la base un CDD qui devait potentiellement se transformer en CDI, enfin voilà, le classique. Et en fait, ça m'a même pas été proposé, mais parce qu'en fait, j'étais franchement, avec du recul, pas infecte, mais pas loin. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais pas faite pour ça, que j'en avais marre, que je voulais plus en fait être salariée. Parfois, il faut faire quelque chose pour se rendre compte que c'est plus ce qu'on veut comme réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, ça se passait bien, je faisais bien mes missions, etc. Mais je m'intégrais pas du tout. Et en plus, moi, j'étais passée d'agence à annonceur, ce qui est quand même assez différent dans l'ambiance, en fait, quand on passe d'un côté annonceur, il y a un côté un peu plus familial, avec un côté cocon, et qui est plus difficile dans lequel rentrer, donc il faut rester un peu plus à sa place. Je suis un peu brute de décoffrage comme personne. En plus... J'ai vu aussi une différence de traitement à partir du moment où j'ai dépassé les 30 ans.
Et en fait, là, à l'époque, j'avais encore 26, 27 ans. Donc, j'avais ce côté un petit peu jeune emmerdeuse qui sait tout mieux que tout le monde parce qu'en plus, elle est passée en agence. Donc effectivement, ça n'a pas été un fit avec toutes les équipes, même si ça s'est bien passé et que c'était chouette, etc. Et qu'il n'y a pas eu de gros clash ou des choses comme ça. Mais je voyais qu'en fait, il y avait un désalignement. Oui. Eux, je n'étais pas ce qu'ils attendaient, et moi, ce n'était plus ce que j'attendais. C'est-à-dire que je voulais, même si ça avait pu bien se passer ou qu'ils m'avaient proposé le CDI, je suis même pas sûre que j'aurais pu accepter parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et dans le sens où, c'est pas l'entreprise le problème, c'est qu'est-ce que tu fais encore dans ce statut? Exactement. Qu'est-ce que ce statut est encore là pourquoi tu es encore là-dedans? Et en plus, au moment, je travaillais mais comme une folle parce qu'en fait, c'est au moment où j'étais dans CDD que l'activité en freelance s'accélérait. J'avais de plus en plus de demandes d'anciens collègues, d'anciens collaborateurs, des connaissances du réseau, etc. Parce que je faisais aucune ni prospection, ni démarche, ni communication autour de mon activité. Et en fait, ça a commencé à s'accélérer. Donc, je me retrouvais à faire des journées. Voilà. Je commençais à me faire des journées de 14 heures, quoi. Parce qu'il fallait que je bosse sur Néoness la journée, et puis le soir et le matin tôt, il fallait que je bosse sur mes autres sujets, ou alors je bossais le week-end, etc. Donc, je suis partie. Et là, j'ai vraiment lancé à fond fin 2019, en octobre. Je me rappelle parce que on est parti à La Réunion avec mon compagnon et en famille. Et en fait, en rentrant, j'avais une grosse mission avec BNP Real Estate qui m'attendait. Donc en fait, cette mission devait durer 3 mois. Ça a duré 2 ans. Donc on a bien bossé ensemble là-dessus. Donc moi, j'ai fait aussi beaucoup de grands groupes et c'est ce qui m'a permis de bien fonctionner en freelance avec uniquement du bouche à oreille, parce que le grand groupe attire le grand groupe. Donc, tu vois, quand tu as sur ton profil Malte que tu as bossé pour, quand tu es salarié, Carrefour, Coca-Cola, Lego Duplo, etc., L'Oréal et machin, ça fonctionne bien. Après, derrière, tu as le tampon, j'ai travaillé en freelance pour BNP, etc. Donc, tu vois, au fur et à mesure, ça fonctionnait bien. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'agence, c'est justement ça. C'est qu'en fait, je bossais avec BNP depuis 2 ans. Au bout d'un moment, quand tu as une entreprise qui prend un freelance 3 jours par semaine pendant 2 ans, tu as payé à la journée, tu as la direction qui va venir. Bon, faut peut-être qu'on débloque un poste, parce que là, la freelance, elle est bien sympa, mais bon, ça se passe bien, ok, mais bon, c'est peut-être qu'en fait, on a un besoin plus important d'internalisation. Donc, on s'est quittés très bons amis là-dessus, mais effectivement, d'un point maintenant, moi qui suis chef d'entreprise avec des salariés et des freelances, je sais quand il faut débloquer un poste ou pas. Enfin, quand tu prends un freelance 3 jours par semaine pendant plus de 2 ans, c'est que finalement, c'est que ça vaut un poste, quoi. Et donc, en fait, on s'est quittés bons amis. Mais moi, je me suis retrouvée un peu sans rien parce que c'était une petite traversée du désert. Et puis, je m'étais un petit peu complet dans mon petit confort. Pas de recherche de nouveaux clients. Exactement. Et là, j'ouvre LinkedIn, mais non pas pour commencer à poster dessus, mais pour regarder des offres en freelance. Parce que j'avais écumé Malte et compagnie, et les crèmes de la crème et tout ce que tu veux. Et en fait, je tombe sur un post d'un créateur et qui dit, mais en fait, si vous êtes en B2B, ce qui est mon cas, et que vous, en fait, vos clients, ils sont sur LinkedIn. Mais si vous ne montrez pas que vous existez, et c'est simple, vous n'existez pas. Oui. C'est ça, mais vous n'existez pas. C'est-à-dire que celui qui est plus visible existe le plus. Ça a fait son petit bonhomme de chemin et c'est comme ça que je me suis lancée sur LinkedIn. Et donc là, on est en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Mais en fait, on est dans ces eaux-là. Et en fait, j'ai commencé comme ça et ça a pris très, très rapidement. Au bout de 2 mois de poste, je signe des premiers clients. Et après, en fait, au bout de... j'ai commencé vraiment au 1er janvier 2022. Vraiment la bonne résolution. Et je commence à vraiment poster à fond. En mars, je trouve des premiers clients en freelance. Et en octobre, je lance l'agence. Et donc, en fait, ça allait très, très rapidement avec la montée en puissance de mon activité. Et parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été dans ce mindset de... Pourquoi arrêter? Pourquoi dire non? Pourquoi mettre une liste d'attente? En fait, alors que moi, venez, on prend tout. Voilà, c'est toujours le même truc un peu un côté yes woman et de est-ce que Juliette, tu peux faire ça? Bien sûr. Mais en fait, c'est mon côté un peu commercial là-dessus ou peut-être people pleaser. Mais en fait, j'ai toujours été dans ce côté-là de, en fait, moi, j'ai pas envie de dire non. J'ai pas, encore moins quand l'opportunité m'intéresse.
Un peu, on en parlait pendant notre interview ensemble, un peu ce côté sky is the limit, et un peu ce côté, en fait, pourquoi dire non ou mettre en place une liste d'attente alors qu'en fait, je pourrais déléguer et donc garder la direction de projet, mais toute la production est faite par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé l'agence, en fait, c'est parce que j'avais un besoin de déléguer et un ras-le-bol de l'opérationnel pur. Ok. J'ai peut-être un petit aparté, puisque tu as dit que tu t'es lancé, et après on pourra revenir, mais tu as dit que tu t'es lancé sur LinkedIn et que tu t'es fait connaître et que ça a pris assez vite. Penses-tu, on parle tout le temps, Instagram, LinkedIn surtout, changement d'algorithme, penses-tu que tu aurais eu le même impact maintenant qu'il y a 2-3 ans avec les nouveaux... Non, je pense que dans tous les cas, le temps joue toujours en notre faveur. En fait, je pense que j'aurais pu le faire en partant aujourd'hui, etc. Ça aurait peut-être été un peu plus long avec les changements d'algorithme, etc. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, ça marche toujours mieux parce que je profite de l'effet cumulé. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la création de contenu, c'est comme la publicité. C'est une entreprise que tu vois en affichage pendant 3 mois, puis après, tu n'entends plus parler pendant 1 an. Tu l'oublies. Une entreprise qui n'affiche pas tant, mais qui affiche 1 fois par mois pendant 3 ans, tu la retiens. Et donc, en fait, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, ma visibilité me profite aussi parce que je suis là depuis un petit bout de temps et que du coup, il y a eu cet effet top of mind qui s'est mis en place. Est-ce que ça aurait été aussi vite aujourd'hui qu'à l'époque ? Je pense pas, mais pas pour des raisons algorithmiques. Je pense pour des raisons de concurrence entre guillemets. Encore une fois, tu vois, en 2022, on était quand même un peu des ovnis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours pas beaucoup de personnes qui postent sur LinkedIn. Il y a beaucoup plus de spectateurs que d'orateurs. On parle d'un 90-10. Mais pour le coup, tu as quand même beaucoup plus de concurrence. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de concurrence sur le marché des freelances. Moi, je le vois. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, pour trouver ma nouvelle planner strat en freelance, de mettre une annonce. Et j'ai reçu, je sais pas combien de candidatures. J'appelle ça candidature avec des gros guillemets parce que quand tu es freelance, tu candidates pas, de propositions. Et en fait, et je suis pas sûre qu'on était autant à mon époque en 2020, ne serait-ce qu'en 2022, et c'était il y a 4 ans. Il y a eu un boom de l'entrepreneuriat en 2023-2024. Et justement, tu disais que tu t'es lancé sur LinkedIn. Je reste sur ça. Tu nous as dit que tu as toujours aimé écrire. Quand tu t'es lancé, tu as dû commencer à écrire régulièrement sur LinkedIn. Il y a un métier qui a apparu qui était celui aussi de copywriter. Qu'est-ce que tu retiens de ce métier-là ? C'est quoi ta position par rapport à ça aujourd'hui, à l'époque ? Et puis surtout, l'éléphant dans la pièce. À l'époque de l'IA, comment on distingue un bon copywriter d'un autre ou de quelqu'un qui utilise uniquement de l'IA ? C'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui selon toi ? En fait, un copywriter, ça c'est un truc qui est intéressant à noter, c'est que tous les rédacteurs font pas des bons copywriters et tous les bons copywriters font pas des bons rédacteurs. Dans le sens où, moi, je venais de la rédaction longue. C'est-à-dire que quand tu écris des articles, aujourd'hui, on peut écrire des newsletters ou des choses comme ça pour des clients ou des articles, il est hors de question de faire des phrases hachées où tu as une phrase avec un saut de ligne à chaque fois, etc. D'ailleurs, c'est une déformation professionnelle qui, moi, m'a tellement déformée au démarrage que quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle Le pouvoir des newsletters, toujours disponible en librairie, allez-y. On fait sa promo. Et en fait, tu vois, sur le livre, au début, mon éditrice m'a dit « Attention, t'écris un peu comme un post LinkedIn ». Parce que tellement matrixée par ça, que j'avais repris un peu ces automatismes-là. Et donc, en fait, c'est 2 métiers complètement différents qu'on peut lier, parce que moi, j'ai eu les 2. J'ai été rédactrice longue, j'ai fait des articles qui faisaient, je sais pas, l'équivalent de 6 pages A4, ou vraiment un truc poussé, avec des analyses politiques et tout ce que tu veux, etc. J'ai écrit un livre, donc c'est pas antinomique. Mais effectivement, c'est 2 métiers différents, il faut arriver à faire le pont, il faut vraiment être un amoureux des mots et de l'apprentissage de la manière dont fonctionnent les mots pour le comprendre. Mais c'est 2 métiers différents. Donc moi, quand je suis arrivée, je trouvais ça top, parce que moi, je trouve que bien écrire, c'est une chouette... après, je m'en suis rendu compte un peu sur le tard, mais bien écrire, c'est un vrai métier. Oui. Pour moi, ça a toujours fait partie de moi. Et du coup, je considère pas ça comme une compétence. Pour moi, tout le monde savait écrire. C'était un acquis. Ouais.
Pour moi, tout le monde savait écrire. Il n'y a pas besoin de formation, etc. Parce que pour moi, c'était facile. Je m'en suis rendu compte plus tard. Et notamment grâce à ces copywriters qui en parlaient en fait des sujets de comment avoir des bonnes accroches, etc. Donc moi, ce métier-là m'a beaucoup aussi aidé parce que j'ai pris beaucoup de leurs conseils pour pouvoir m'améliorer sur LinkedIn, parce que venant du contenu long, évidemment, j'en faisais des tartines sur mes premiers posts alors que c'est pas du tout ce qui est demandé, avec une entrée dans la matière qui était beaucoup trop tardive, etc. Donc j'ai beaucoup appris aussi en les lisant. Donc moi, je trouve ça top. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, en fait, on voit un retour là-dessus, où tu vois, nous, dans la communication uniquement, je ne parle pas dans le marketing, dans les ads, etc., mais dans la communication, avant, nous, on souffrait de 2 grands concurrents, et je ne te parle pas de nos homologues, le statu quo. En fait, ça sert à rien, on va pas le faire, et on va le faire nous-mêmes, ou on va filer un alternant. Et ça, c'était nos deux plus grands vecteurs de nom. Avant même on a choisi quelqu'un d'autre. Troisième vecteur de nom qui est arrivé depuis l'immersion de ChatGPT, c'est on va confier ça à ChatGPT. Sauf que on a moi je le vois, il y a un gros retour aujourd'hui dans les prospects qui nous disent on a essayé avec l'IA, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si j'en avais fait un post, et d'ailleurs, il y a une vidéo du youtubeur Micode qui est hyper intéressante, qui s'appelle La Fabrique à idiots, qui parle justement de du 10X. Exactement, et de la capacité d'apprentissage qui est atrophiée à cause de l'IA. Et en fait, c'est vrai que quand tu prends cet exemple-là, moi, demain, je peux demander à Claude ou à ChatGPT de me coder un site internet, mais je n'ai pas le recul ni la connaissance de lui dire c'est faux, ou c'est pas bien, ou c'est machin. Sur la rédaction, je l'ai. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai discuté avec ChatGPT, je lui ai dit, si c'est pour me pondre une accroche comme ça sert à rien que je te consulte. On a une relation toxique. Et en fait, c'est vraiment, j'espère qu'un jour, je n'aurai pas une déformation à parler à mes salariés comme ça, à force de parler mal à ChatGPT. Je parle vraiment très mal, le pauvre. Mais bref, en fait, tu vois, j'ai ce recul qui permet de voir, et en fait, moi, je vois les limites aujourd'hui du tout ChatGPT et du tout Claude, etc. Même si Claude est beaucoup plus puissant que ChatGPT sur la rédaction, en fait, on les voit au bout d'un moment, les mimétismes. Aujourd'hui, les entreprises voient la différence, en tout cas ceux qui s'intéressent vraiment à la communication, à l'écrit et à l'impact que ça a, et qui sont pas juste là pour feed the beast et se dire bon bah je m'en fous, j'ai une présence sur LinkedIn, c'est pas grave si ça fonctionne pas, mais au moins je suis là 4 fois par semaine. Voilà, exactement. Et en fait, nous, on a un retour en fait de ces prospects-là qui nous disent on a essayé, ChatGPT m'a fait ma stratégie de communication, mais je sais pas ce qui va pas. Je sais pas ce qui va pas, j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et nous, on le voit tout de suite, mais parce qu'en fait, le recul permet que comme un de mes super amis qui est développeur, si je lui sors un bout de code fait par Claude, moi, je suis incapable de lui dire si c'est bien, mais lui saura me dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ouais, cette vidéo est hyper intéressante parce que tu en as un peu parlé. Dans Micode, ils expliquent que les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas une compétence, quand ils utilisent l'IA, ils font un truc un peu moyen, ils ont l'impression que ça fonctionne. Et à côté, tu as les gens qui fonctionnent très bien, qui ont la compétence, qui sont déjà très bons. Et donc, ça fait des 10x people, en gros, pour toi, des communicants multipliés par 10. Ouais. Justement, j'ai envie de pousser le truc encore plus loin. Je ne sais pas si tu sais, mais maintenant, on a les skills dans ChatGPT, dans Claude, etc. Est-ce que tu ne devrais pas justement commercialiser un skills Juliette Cadeau ou un gift, un skill gift du coup? Est-ce que c'est pas dans les tuyaux? Mais effectivement, non, ouais, tout à fait. En fait, c'est ce en quoi je crois beaucoup. C'est qu'en fait, on peut pas lutter contre la technologie, on peut pas lutter contre l'utilisation, on peut pas lutter contre la facilité. Toutes les technologies qui ont été mises en place, toutes les inventions qui ont été mises en place depuis que l'homme est l'homme, c'est pour nous faciliter la vie. Donc en fait, à quoi bon en fait se battre à faire des posts en disant arrêtez de poster avec ChatGPT? C'est un coup d'épée dans l'eau, et c'est vraiment, en fait, c'est du Don Quichotte, c'est se battre contre des moulins, ça ne sert à rien. Mais donc, en fait, il faut l'utiliser à bon escient. Aussi, pourquoi pas sensibiliser sur les pratiques là-dessus. Moi, ça a pu m'arriver. J'en ai parlé dans ce post en disant que moi, si j'ai un bout de code, je sais pas dire s'il est bon. C'est pareil pour votre communication. Fair enough, mais ça ne suffit pas. Et donc effectivement, je suis en train, beaucoup sur de la réflexion là-dessus, sur en fait comment faire pour mettre à profit en fait ce côté recul analytique et savoir à quel moment ChatGPT propose quelque chose de bien.
à quel moment il faut revoir et à quel moment il faut réfuter complètement. Donc effectivement, ça peut être dans les tuyaux. Ouais. Oui. Et nous sommes sur le sujet des fameux, tout le monde en parle, mais bon, fameux agents IA, avec des vraies spécialités, avec la mémoire persistante, et pour ne pas revenir et expliquer 10 fois la même chose. Alors moi, pour le coup, je l'ai fait avec chat, et parfois, il oublie complètement. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vu là et qu'on voit tout le temps sur LinkedIn, et que je ne supporte plus. C'est les formulations de chat GPT qui disent dans tous les posts, la vraie question, c'est pas, mais c'est plutôt... Cette construction, c'est du chat 100%, ça se voit, et du coup, après, peut-être que parfois, on le met par mimétisme, etc. Et en fait, moi, j'ai prompté chat pour lui dire plusieurs fois, j'ai fait, je croyais que je t'avais dit d'arrêter ça. Il fait, ah oui, pardon. Donc, et pourtant, j'ai chat GPT Pro, il est prompté tout ce que tu veux, il est prompté aussi pour me contredire, etc. Et ça a du mal à rentrer. Donc, mais là, je suis en train de migrer vers Claude pour voir un peu plus aussi, parce que j'ai vu qu'il était quand même assez plus... j'ai fait quelques tests, il était beaucoup plus puissant. Ouais, mais et puis même d'un point de vue aussi éthique, je trouve que ce qui se passe avec OpenAI aux États-Unis... Oui, lorsqu'on creuse un peu, on voit que ce n'est pas si vrai que cela. Il y a aussi une partie marketing, mais oui, il y a un qui se sent un peu plus... libre de ses actions et un qui c'est ça. Mais et puis en plus semblant. Et puis en plus moi j'ai l'impression que Claude est quand même beaucoup plus puissant là aujourd'hui, donc il y a ce côté-là. En plus c'est la loi du marché, on prend ce qui fonctionne le mieux. Encore une fois, le but c'est de se faciliter la vie à nous aussi. Mais effectivement, je pense que c'est les prochaines étapes, c'est en fait avoir des espèces. En fait aujourd'hui les IA sont des agents opérationnels. Et du coup, avoir des agents de maîtrise pour ces agents opérationnels, là, ça peut commencer à être vraiment intéressant. Justement, je veux aller sur ta société et comprendre ce que tu fais. Mais est-ce que tu ne penses pas justement que le futur de l'agence marketing, cadeau ou d'autres sociétés, si j'utilise par exemple Pygmalion Conseil, ce n'est pas justement, au lieu d'augmenter de la masse, d'avoir une société avec des spécialistes structurés qui connaissent le boulot et à côté 2-3 agents hyper spécialisés qui vont décupler votre production et à avancer. Je ne parle pas de ChatGPT ni de Claude, je parle vraiment de vrais agents qui sont potentiellement in-house, sécurisés sur des serveurs ou sur des choses, comme Rudy aime bien monter, du OpenClaw ou autre chose, et qui vous boostent justement x10, quoi. Oui, bien sûr, mais moi, c'est ce en quoi je crois. Après, avec le côté, avec toujours le côté technicien, le technicien reste un chat, un Claude, ce que tu veux, mais avec une vérification humaine derrière qui est garant en fait de la stratégie et qui amène en fait aussi la compréhension de la finesse psychologique en fait aussi, parce que c'est ça où pour l'instant les IA ne peuvent pas nous remplacer, c'est la compréhension et la finesse psychologique. Or, le marketing est intrinsèquement lié à la psychologie humaine. Donc en fait, le marketing, oui. Exactement, tu sais ce qui fonctionne, etc. Tu dois savoir sur quoi appuyer ou pas. Et donc, ouais, non, bien sûr, mais plutôt, moi, sur un point de vue BU, moi, je crois pas au modèle spécialiste. Aujourd'hui, on érige, enfin, je le crois pour mes confrères qui le font, et voilà, grand bien leur face. Mais j'en ai un petit peu marre de ce monodiscours, tu vois, qu'on a, où on érige en se disant que la seule voie possible pour une entreprise, pour scaler, c'est d'être ultra spécialiste et de devenir indispensable, etc. Aucune entreprise n'est indispensable. Il y a toujours d'autres solutions. On le voit avec l'IA aujourd'hui. Et en fait, je trouve aujourd'hui que ces discours sont un peu faciles. Je parle pas de toi, je parle en général du discours ambiant. Mais tu vois, tu as des discours un peu faciles autour du oui, il faut être spécialiste et comme ça, tu vas régner sur ton marché. Mais tu peux être spécialiste et être nul. Enfin, pardon, mais moi j'en ai vu des spécialistes qui sont pas bons. Donc, ou des spécialistes qui sont bons dans leur spécialité, mais très mauvais commercialement. Et dont les boîtes périclitent. Et parce qu'en fait, ils sont très mauvais commerciaux, ils savent pas fidéliser, ils savent pas parler à leurs clients, ils savent pas avoir cette finesse psychologique aussi, par exemple, savoir quand faire un cadeau à son client. Voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça. C'est pas si facile que ça, et donc moi c'est aussi ça, mais j'y crois plutôt sur des BU en fait, tu vois, avec des BU spécialisés, donc à business unit, donc à chaque fois des BU spécialisés sur les ads, l'organique, la strat, etc. Et c'est comme ça que je suis en train de construire l'agence aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, l'agence Cadeau fait quoi concrètement ? Aujourd'hui, nous, à la base, on est des spécialistes de la stratégie. On n'est même pas des spécialistes du contenu, on est des spécialistes de la stratégie, c'est-à-dire de savoir prendre du recul, de se dire, ok, t'entends 2 secondes, parce que oui, ok, d'accord, tu veux poster sur LinkedIn, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Et donc, en fait, aller creuser. Parce que
Typiquement, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir un prospect au téléphone et qui avait fait des relations presse. Et spoiler, c'est une BU que je suis en train de monter de plus en plus, qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'agence aujourd'hui. Et en fait, en creusant avec elle, je me suis rendu compte que ce dont elle avait besoin, c'était des clients, des prospects. Et donc, en fait, les relations presse, ça passe après. Ce n'est pas intéressant à date. Et je disais, en vrai, bon là, moi, c'est pas mon secteur. Mais à mon avis, ce qu'il te faut là, si tu veux mon avis, c'est plutôt une stratégie de prospection. Et pas en fait parce qu'elle me disait, oui, les relations presse peuvent m'amener des clients, etc. Je suis oui, mais là, il faut que tu aies quelque chose de quantifiable et de traquable, c'est-à-dire de savoir que ton business développeur, il prospecte 50 personnes. Sur 50 personnes, combien te répondent? Sur ces personnes qui te répondent, combien signent, en fait? Oui. Et donc, tu vois, donc moi, notre spécialité à la base, c'est vraiment la stratégie. C'est se dire, en fait, OK, je vais pas te lancer sur les réseaux pour te lancer sur les réseaux. C'est pourquoi tu as besoin de te lancer sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'intéresse d'un point de vue commercial? Quels sont tes objectifs, en fait, tout simplement? Donc, nous, la base, le socle, c'est celui-ci. Et ce socle-là, aujourd'hui, donc, on a la partie stratégie. Donc, ça, c'est par exemple des entreprises qui n'ont pas de stratégie, mais ont par exemple des équipes internes et des équipes qui peuvent être un peu juniors ou des choses comme ça, ou qui ne sont pas spécialistes de la stratégie, nous disent on communique, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs-là? Donc là, nous, on va arriver, on va faire une stratégie, on va leur dire voici les guidelines à suivre pour réussir à atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'il faut activer, pas activer? Quel rythme avoir sur les réseaux? Est-ce qu'on fait des ads? Est-ce qu'on ne fait pas des ads? Tiens, pensez potentiellement en temps 3 à faire des relations presse, ça pourrait être intéressant. Et là, on aurait vraiment une vision 360, mais là, on propose la stratégie, on leur présente, s'ils sont OK, on se serre la main, merci beaucoup et au revoir. Ça, c'est pour la partie strat. Et sinon, une fois que ça c'est fait, les entreprises ont plusieurs choix. Soit elles nous confient une partie du business, soit on arrive en consultation, on se voit tous les trimestres pour voir comment ça va sur l'application, etc., ou tous les mois en fonction des besoins. Soit elles repartent, encore une fois, on se serre la main, merci beaucoup pour votre confiance, et on se quitte bons amis. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut prendre en charge trois choses différentes à l'agence. La création de contenu pur, c'est-à-dire contenu LinkedIn, contenu Insta, des articles de blog, des newsletters, des mails, etc., en fonction vraiment du besoin qu'on aura identifié. Donc, c'est pour ça que ce travail stratégique à la base est très important. Soit ça peut être aussi sur la partie ads. OK, là, typiquement, j'ai eu un client au téléphone aujourd'hui où il a des enjeux de vente, de téléchargement de sa future application à venir. Là, on était sur de l'organique pur. Je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la voilure de l'organique pur pour que tu puisses gagner du budget parce qu'il avait un sujet de budget. Et on lance en ads. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus... Là, c'est bien d'avoir un service minimal en organique et on va le faire. Mais par contre, en fait, si tu as besoin de téléchargement rapidement, il faut aller en ads. Ça sert à rien de tergiverser. Aujourd'hui, l'organique est très difficile. Moi, les ads, au début, je ne connaissais pas du tout ce métier. J'ai commencé à me pencher dessus et j'ai vu, en fait, avec les changements algorithmiques, à quel point c'était important et en fait, à quel point j'avais des clients avec qui ça se passait super bien, mais qui avaient des besoins beaucoup plus significatifs et rapides et traquables encore. Ouais. Exactement, et surtout traquables. Et qui m'ont dit c'est cool, mais là, en fait, nous, on n'a pas le budget pour 2 agences, donc on va vers une agence de ads, ciao. Et donc, en fait... Moi, je l'ai fait d'un point de vue business, mais aussi parce que j'y crois beaucoup que une stratégie marketing, on a tendance à opposer les choses ici. En fait, tout est complémentaire. Oui. Et donc, en fait, moi, j'adore mes confrères. Hein. J'en avais marre de faire des passes D. J'en avais marre de dire, tiens, tu peux appeler lui de ma part. Je me suis dit, bah non, en fait, tiens, tu passes d'un BU à l'autre ou tu es sur 2 BU en même temps. Tiens, t'as Alicia et Alma pour ton organique et puis tiens, je te mets Barbara pour tes ads. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit le sujet. Et aujourd'hui, j'ai aussi monté le pôle relations presse, puisque les relations presse, pareil, c'est un truc où je sens, j'ai l'avantage d'avoir un instinct assez développé et surtout que j'écoute beaucoup. Et j'ai commencé à sentir une ébullition autour de ça, de me dire en fait, il y a tous les entrepreneurs peuvent poster sur LinkedIn, mais combien peuvent être reçus sur BFM TV? Oui. Et donc, tu vois, il y a ce côté-là qui fonctionne bien. Et donc là, c'est moins des enjeux business, mais plus des enjeux d'image. Et donc, encore une fois, avec cette stratégie complémentaire. Oui. C'est-à-dire que si tu mets toutes les actions en même temps, t'as une place extrêmement importante sur ton marché. Quand tu vas chercher à la fois de manière assez agressive en ads tes clients, que tu as une présence organique intéressante. Et en plus, on voit passer le fondateur dans les podcasts business et tout ce que tu veux.
Tu vois, tu commences à avoir effectivement ce côté complémentaire. Ok, et ton ICP et tes clients idéaux, est-ce que c'est la société de 2-3 personnes ou est-ce que c'est plutôt la PME d'une vingtaine de personnes, voire plus? Nous, pour le coup, on accepte tout type d'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise où je dis non parce qu'ils sont trop petits ou des choses comme ça. Moi, mes principaux motifs de refus, c'est les gens qui tirent les prix vers le bas en se disant que ça ne vaut pas ce que ça vaut. Moi, en fait, justifier les prix, en plus, on n'est vraiment pas mirobolant. Mais j'en parle dans ma newsletter de la semaine. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec une prospect qui, pendant tout le rendez-vous, m'a dit « c'est excessivement cher ». Et comme elle a aimé la manière dont je me défendais, elle m'a dit « bon, bah, envoyez-moi quand même votre devis ». Je lui ai même pas envoyé, j'ai envoyé un mail en la remerciant de son temps, en lui disant, mais voilà, je pense qu'on n'est pas aligné là-dessus. Voilà, moi, c'est la première chose, c'est qu'en fait, moi, je ne négocie pas avec mes prestataires, parce qu'en fait, pour moi, quand les gens sont sérieux, ils donnent des prix sérieux. Peut-être qu'il y en a certains qui surgonflent, je ne sais pas, mais voilà. Il n'y a pas longtemps, je me suis séparée d'un monteur vidéo parce que j'ai trouvé moins cher, mais parce qu'en fait, je margeais mieux sur la cliente. Je lui ai dit, Max, on fera appel à toi pour d'autres projets, mais là, je te donne même pas le prix qu'on m'a proposé en face parce qu'en fait, ce n'est pas aligné avec ton expérience. Et donc, en fait, je n'ai même pas appelé pour le tirer ses prix vers le bas en lui disant, ouais, on m'a proposé ça, qu'est-ce que toi tu me proposes? Je lui ai juste dit, on va arrêter sur ces clientes-là de faire appel à toi parce que on marge pas suffisamment et c'est moins intéressant pour nous. Et après, voilà, ce sera à moi de mieux vendre et de vendre plus cher, etc. pour pouvoir faire appel à toi ou pour d'autres projets. Et voilà, il m'a demandé et il m'a dit, oui, non, effectivement, j'aurais pas pu m'aligner. Je lui ai dit, c'est même pas ce que je te demandais. Et donc, la première chose, c'est le côté de se rendre compte de ce que coûtent les choses, et notamment le marketing, la communication. La seconde, c'est le feeling. Moi, je suis quelqu'un de très commercial dans l'âme. J'ai toujours mon téléphone à la main, je suis en train d'appeler, etc. Je discute beaucoup avec les clients. Donc, il faut aussi qu'il y ait un feeling là-dessus. Et en fait, par rapport à la taille d'entreprise, on accepte tout type d'entreprise, mais effectivement, notre ICP et notre cible principale, c'est plutôt les PME. Ouais. D'accord. Okay. Et est-ce que tu aurais, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais potentiellement, pourquoi pas te réinviter. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil pour les personnes qui ont envie de se lancer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'ADS? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient te voir et qui n'est pas encore sûr pour se lancer? Signer en bas du devis. Mais non, en soi, si quelqu'un veut se lancer ou comprendre comment ça fonctionne et pas proposer, en fait, et pas devoir déléguer, moi, mon premier conseil, ce serait justement en fait de s'intéresser un petit peu à la psychologie, de comprendre en fait comment fonctionne l'achat. Comment fonctionnent les déclencheurs d'achat pour votre cible, parce que ça, tout part de là. C'est-à-dire que ce soit en organique ou en ads, tout part de là, parce qu'en fait, même en ads, où on va pousser avec du budget, etc., et que les régies vont vous dire, oui, on va pousser auprès de tant de personnes, et le coût par lead, il est de temps, donc tu estimes, tu dis, OK, si je mets ça, je peux avoir à peu près 10 leads. En fait, en face, ce sont des vraies personnes qui décident ou pas de passer à l'action, de t'appeler, de remplir un formulaire, ou quoi aux caisses. Donc, en fait, si tu ne comprends pas comment ça fonctionne et comment les gens fonctionnent et avec quel type de mots et d'images tu peux atteindre ta cible, ça sert à rien. Donc c'est pour moi la première étape, c'est celle-ci, c'est vraiment de s'intéresser aux mécanismes d'achat et du coup de s'observer soi-même en tant que consommateur B2B ou consommateur B2C. C'est un truc que je dis souvent quand je suis en conférence ou autre, c'est qu'en fait, il faut se mettre à la place de l'inconnu qui s'en tape. C'est-à-dire que nous, quand on est en train de scroller sur les réseaux, on est les inconnus qui s'en tapent de tous ceux qui sont en train de poster. Parce que quand je vois passer le contenu de quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je m'en fous. Et je m'en fiche qu'il ait passé 3 heures sur son post. Ça ne m'intéresse pas et je n'ai même pas envie de savoir. Si le post ne m'intéresse pas, je swipe et je ne vais pas me dire « Oh là là, il a l'air d'avoir passé du temps. Je vais peut-être aller quand même lui mettre un petit like et puis partager à mon réseau. » Personne ne se dit ça, et donc pourquoi les gens le feraient pour vous? Donc c'est pour ça qu'en fait, observer nos propres mécanismes de consommation aide beaucoup à prendre ce recul et cette humilité dont on a besoin pour notre communication, de se dire, ce que j'ai fait là, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, je parle de moi, je vais pas assez dans le vif du sujet, je ne parle pas de la personne en face, etc., etc. Donc c'est vraiment la compréhension psychologique de l'achat est hyper importante quand on veut se lancer. Super. Très bien. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin va être très simple. Signer au bas du devis. Non, vous pouvez nous suivre
sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver Juliette avec son cadeau de la semaine, qui est une très belle newsletter Merci. que je suis personnellement aussi, sur tes réseaux sociaux aussi. Abonnez-vous, likez et les chaînes et les réseaux de l'agence Cadeau et de Juliette et ceux de Moriarty. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.